Soundpower pour décrypter en musique notre société. Un mardi soir par mois à 21h sur les ondes de Radio Campus Paris. 93.9 FM et en DAB+. Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Mona et Émile? Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer et que les cocotiers ne cachent rien de la misère? Bonsoir chers auditeuristes, bienvenue dans ce 3e épisode de Soundpower, votre émission mensuelle musicale et de société sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, nous parlons du mouvement Free Party, ce mouvement qui prône une fête libre et gratuite pour tous. Au programme ce soir, en première partie d'émission, on écoute les sons techno de la Free Party et en deuxième partie pour l'interview, nous aurons avec nous à distance Guillaume Kosmicki, musicologue qui a suivi le mouvement Free Party de ses débuts jusqu'aux années 2000. Également avec nous en studio Pierre Levin de la compagnie Les Comploteurs. Il est metteur en scène, comédien et DJ et nous parlera de son spectacle documentaire Tribe qui retrace le mouvement Free Party. Les free parties, ce sont des fêtes gratuites qui occupent des espaces relégués avec des sound systems. L'histoire commence à la fin des années 80 en Angleterre, une période dure où la vie est chère et le chômage bat son plein. Sous le mot d'ordre de Margaret Thatcher, les boîtes de nuit doivent fermer à 2h du matin. Alors, les raves se prolongent dehors. Rave veut dire délirer en anglais. L'acid house et la techno, accompagnés pour certains par l'ecstasy, plongent les milliers de ravers dans un état hypersensoriel. Mais la répression policière et de la justice se durcit avec la saisie du matériel. L'État surenchère. En 1994, le Criminal Justice Act interdit les rassemblements de plus de 10 personnes sur fond de musique répétitive. Mais l'histoire de la Free Party, on va le voir, ne s'arrête pas là. Retour donc aux origines avec le morceau qu'on va écouter, Pacific State de 808 State. C'est un morceau phare de l'acid house UK qui définit la scène rave prénommée Madchester autour de la Hacienda, club où le morceau fut joué en dernier pendant 6 mois avant sa sortie en 1989. On écoute Pacific State de 800 State.
Poussés par la répression en Angleterre, les Travelers, comme Spiral Tribe, s'expatrient en France dès 1992. À partir de 1996, une séparation se crée entre les free et les raves, franges légales, payantes et dites commerciales. Les free parties sont, elles, des attentats sonores, avec un son plus dur et expérimental comme le hardcore et la trance. Mixer ou danser sur ces sonorités industrielles, c'est la symbolique de prendre le pas sur la machine qui écrase l'humain. Se rendre au free party, c'est aussi tout un parcours. Le lieu de la fête reste secret jusqu'au dernier moment. Aujourd'hui, les informations sont données par messages cryptés. Dans les années 90, c'était par des flyers ou boîtes vocales. Sound Power, un mardi soir par mois à 21h sur les ondes de Radio Campus Paris, 93.9 FM et en DAB+.
On a écouté Point Break de Sulfurex, puis le son de piano du collectif Hérétique. Les membres du collectif Hérétique se rencontrent lors du Technival de Tarnos en 1995. Basé à Aulnay-sous-Bois, ils se lancent à leur tour dans l'aventure. En 1999, ils conquistent la capitale avec une fête dans la gare de fret à Bercy. 300 à 400 voitures bloquent les quais de Seine. Mais ça ne s'arrête pas là. En 2001, un ami leur montre la piscine Molitor. C'est décidé, la prochaine fête se passera là. Ils préparent le lieu pendant 2 mois. Déguisés en ouvriers du bâtiment et équipés de talkie-walkie, ils nettoient et cassent les murs. Et le soir même, le son retentit dans la piscine en plein 16e jusqu'à 11h du matin. L'impensable avait été fait. Sound Power, un mardi soir par mois à 21h sur les ondes de Radio Campus Paris, 93.9 FM et en DAB+. C'était E-Hop de FKY. La Free Party porte un modèle alternatif de société. Elle s'apparente aux zones d'autonomie temporaire, concept théorisé par Hakim Bey. Ce sont des espaces qui permettent de se libérer du statut de consommateur et remettent en cause l'État en s'affranchissant de son contrôle et de ses lois. L'organisation des fêtes repose sur l'autogestion. Gratuites ou remboursées par les dons, les free parties ne font aucun bénéfice et ne cherchent pas la rentabilité.
On termine cette première partie d'émission en Australie avec le Bush Doof. C'est à l'origine des free parties organisées en pleine nature. Le Doof, c'est le son qui fait la grosse caisse et Tame Impala nous plonge dans ce mood acid house en plein été australien des années 90 avec son dernier album Dead Beat. On écoute End of Summer. Everybody knows how I feel about you.
Sound Power, l'entrevue du soir. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et pour notre interview, nous recevons aujourd'hui à distance Guillaume Kosmicki. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Merci de votre présence. Vous êtes musicologue, spécialiste notamment des musiques électroniques et vous avez suivi le mouvement Free Party en France jusque dans les années 2000 et vous avez écrit le livre Free Party, une histoire des histoires remplie de témoignages de teufeurs et teufeuses qui ont fait ce mouvement. Avec nous est présent ce soir également Pierre Levent. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Vous êtes metteur en scène, comédien et DJ et faites partie de la compagnie des comploteurs et vous venez nous parler de votre spectacle Tribe qui retrace le mouvement Free Party qu'on pourra retrouver notamment le samedi 22 novembre au Dog Bay à Pantin. Alors Pierre, votre spectacle se base notamment sur les témoignages de teufeurs et teufeuses recueillis par Guillaume Kosmicki dans son livre. Comment vous avez construit votre spectacle et est-ce que vous pouvez nous raconter les ressentis des personnes qui découvrent la Free Party? Bien sûr. En fait, on l'a construit du coup à partir du livre de Guillaume que moi j'ai découvert en faisant des recherches dans le cadre d'un mémoire que je faisais sur les représentations de la fête techno sur la scène théâtrale. Et donc quand j'ai découvert le livre de Guillaume, j'étais déjà metteur en scène depuis 6-7 ans, déjà DJ depuis 6-7 ans et j'avais jamais essayé de croiser les deux. Et en découvrant le livre de Guillaume, je me suis tout de suite dit mais toutes ces voix qui parlent, il suffirait de les mettre sur la scène et ça pourrait faire un spectacle. C'est vraiment parti de cette réflexion très simple. Et donc à partir de là, on a commencé à travailler avec les comédiennes, les comédiens pour créer une dramaturgie là où il y avait plutôt un assemblage de témoignages regroupés par époque et par thème dans le livre de Guillaume. Nous, on en a fait une pièce, donc on a créé des scènes, on a mixé différents témoignages pour créer des personnages. Voilà, on a fait tout ce travail de dramaturgie là, voilà. Et est-ce que vous pouvez nous raconter les premiers ressentis des teufeurs et teufeuses quand ils découvrent le mouvement et rentrent pour la première fois dans une free party? Bien sûr, c'est vrai que c'est souvent des ressentis un peu de l'ordre de la révélation, presque une sorte de révélation mystique, une révélation à soi-même, parfois une révélation sociale. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui sont à un moment dans leur vie où ils ne trouvent pas leur place, soit en crise d'adolescence, soit au chômage, soit dans un moment de difficulté dans la vie. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, la Free Party, elle a agi comme un catalyseur un peu d'une redécouverte ou d'une renaissance. Parfois, beaucoup plus simplement, c'est aussi juste une découverte d'une forme de musique que les gens connaissent pas parce que c'est pas la musique mainstream qui passe sur les radios. Donc ça peut être simplement aussi un moment de découverte musicale. C'est aussi un moment de découverte sociale, de valeurs politiques, de moments partagés en dehors, on va dire, du cadre mainstream et marchand de la fête, qui serait plutôt le cadre des clubs ou le cadre des boîtes de nuit. Donc c'est aussi la découverte d'un autre cadre avec pas de murs, pas d'heure de fermeture. En fait, tout est différent. Une liberté. Une liberté, voilà. Des questions de liberté, des questions de fraternité, sans vouloir reprendre la devise de la République française, et des questions aussi pas mal, assez souvent, ce qui revient dans les témoignages compilés par Guillaume, c'est un rapport presque de révélation à soi-même, de révélation au monde, de réinvention du rapport à soi-même et de réinvention du rapport au monde. Et c'est pour ça que c'est un mouvement qui est si important pour tant de gens et qu'il y a tant de gens qui s'impliquent aussi. De toute façon, quand tant de gens s'impliquent bénévolement dans quelque chose, c'est que ça veut dire quelque chose très profondément pour eux, parce qu'on ne donne pas gratuitement autant de son temps et autant de sa vie pour quelque chose auquel on ne croit pas profondément. Donc je pense que ça a créé chez beaucoup de gens, la découverte de la Free Party, un vrai sentiment d'appartenance à une communauté et donc une vraie volonté de défendre cette communauté, de faire prospérer cette communauté et de faire prospérer un mode de vie alternatif. Oui, on le voit avec ce que vous venez de dire. Il y a des vraies valeurs qui découlent de la Free Party. Et il y a notamment le rejet de la propriété privée de l'espace et de la musique. Et est-ce que, Guillaume Kosmicki, vous pouvez nous expliquer comment se concrétisent ces deux valeurs ?
Oui, absolument. Alors, je me retrouve beaucoup, hein, dans les témoignages qui viennent d'être faits, dans ma propre découverte de ce mouvement. Je l'ai découvert il y a maintenant, enfin, je dirais assez longtemps, hein, parce que moi, c'était au milieu des années 90 que je découvrais ce mouvement, que j'ai suivi pendant une quinzaine d'années. À cette époque-là, eh bien, effectivement, les codes, musicaux, ne serait-ce que les codes musicaux étaient, totalement, novateurs, pour, ce qui se passait, on dira, dans la musique ambiante, de ce qu'on entendait, habituellement, à cette époque-là. On était, vraiment à tout point de vue, dans une musique d'une très, très, très grande liberté, hein, le mot n'est pas, galvaudé, en ce sens qu'on expérimentait en fait je dirais des paramètres de ce que peut être l'engagement libertaire, à tous les niveaux dans la pratique musicale. C'est-à-dire que les morceaux eux-mêmes sont fabriqués à partir de samples, c'est-à-dire des échantillons pris sur n'importe quel morceau. Ça peut être des morceaux de techno déjà à la base, mais ça peut être n'importe quoi, c'est-à-dire on peut prendre des petits bouts de film, on prenait des bouts de Mmh. musique, même de la musique classique, du rap, n'importe quoi. On pouvait mélanger tout avec tout, sans se soucier aucunement de l'appartenance, enfin de la propriété de ces différents morceaux. Et l'idée, c'était de les poser sur des disques qui se vendent, je dirais, le moins cher possible. Et ces disques, en fait, étaient donnés à la communauté techno, c'est-à-dire que on les partage, on les joue, ces disques, on les mélange avec d'autres. Alors voilà, c'est déjà un mélange en soi, le morceau techno, mais il ne cesse de se mélanger avec d'autres morceaux. Et on remet en question totalement, ne serait-ce que dans le geste musical de la pratique simplement de ces disques, on remet en question la notion de propriété privée, comme elle se remet en question dans l'organisation de ces fêtes clandestines, dans la prise de possession de lieux comme ça qui sont laissés à l'abandon. Tout ça se retrouve vraiment dans quelque chose qui est extrêmement coordonné, extrêmement structuré, de la pratique musicale jusqu'à la pratique sociale de la fête. Mmh. Tout ça est très 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 logique. Et je dirais que quand on accepte, enfin, quand on donne un morceau, quand on fabrique un morceau pour la communauté techno, qu'on est soi-même musicien, eh bien on accepte finalement qu'il soit au mieux sublimé par un disc jockey qui va faire un mix incroyable et placer la montée qu'on avait tellement travaillé en majesté, en accord avec un autre disque, mais on accepte aussi tout à fait que ce disque soit massacré par un mix qui soit un peu raté, et c'est tout à fait le jeu, c'est vraiment ce côté libertaire qui génère Mmh. aussi bien des choses sublimes que des choses parfois qui sont un petit peu catastrophiques, ça peut arriver, mais c'est ça le jeu, et Mmh. c'était vraiment l'idée d'un jeu. C'est ça qui est très important, cette notion de jeu qui se retrouve à tous les niveaux, de la fête à la musique. Et ça pose aussi, la question de la dimension politique du mouvement, Free Party. Est-ce que les teufeurs et teufeuses sont proches de certains, courants politiques? C'est à moi que vous posez la question? Oui, pardon, Guillaume Oui, Kosmiki. oui, bien sûr, absolument. Je dirais, la 1re chose, c'est que, pour tous les gens qui sont à l'origine de ce mouvement, vous avez cité, dans la première partie de l'émission les Spiral Tribe, évidemment, on pense à eux puisque c'est un des premiers sound systems anglais à avoir été, très important déjà au Royaume-Uni, mais aussi qui a franchi, je dirais, la Manche et qui s'est installé ensuite en France et qui a fait ensuite, qui a essaimé dans toute l'Europe. Il y a quelques autres sound systems, hein, que les Spiral Tribe, mais c'est vrai que celui-là est assez charismatique. Et chez les membres des Spiral Tribe, comme chez beaucoup de membres de sound system anglais des origines, le mot politique était considéré comme un gros mot. Vraiment, c'était un mot qu'il fallait absolument pas prononcer. Parce que le mot politique était, je dirais, lié à tout ce qui est trop traditionnel, c'est-à-dire les partis politiques, voire les associations engagées. C'est pas du tout quelque chose comme ça qui était revendiqué. Et en vérité, chacun des membres par la suite a mis un peu de l'eau dans son vin, je dirais, à propos de ce mot, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en vérité, tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils engageaient dans leurs gestes, dans leur action, dans le quotidien de ce qu'ils faisaient, était quelque chose de tout à fait politique en vérité. Dans les entretiens moi, que j'ai pu mener, hein, notamment ceux que j'ai mis dans le livre Free Party, eh bien, il y a celui, je retiens toujours celui de Cécile Facom qui dit et qui rappelle quelque chose voilà, qu'il faut toujours rappeler, c'est que tout ce qu'on fait est politique, même Mmh. ce qu'on mange, en fait. Hein, elle l'explique. Et finalement, dans le geste même, dans l'idée même de vivre en communauté, de vivre en camion, de vivre de façon nomade, d'organiser des fêtes dans des endroits clandestins, etc., tout cela est extrêmement politique. Et le fait
de vivre un temps, même serait-ce que quelques mois ou quelques années, cette vie de traveler et d'amener la bonne parole techno de par le monde, eh bien, on ressent aussi bien des choses extrêmement positives, agréables, des rencontres, des contacts, des choses absolument fantastiques, mais on a aussi une pression constante de la police, de la gendarme, des Et polices de puis différents de pays, la etc. société aussi. Il y a beaucoup Exactement. de toughers et tougheuses qui vivent aussi dans le monde dans lequel on vit, donc en ayant des salaires. Et donc, c'est aussi un échappatoire, la free party. Alors oui, là c'est un autre, un autre Mhm. aspect qui est très important aussi, c'est que, il y a l'engagement de ces communautés qui, corps et âme, je dirais, pour quelques mois, quelques années, partaient, sur les routes et donc lâchaient tout, travail salarié, et cetera, et cetera. Tout ce qui est en dehors de ces normes sociales, habituelles. Mais il y avait aussi ces teufeurs qui rencontraient la fête le temps d'un week-end, Mhm. effectivement dans un temps de loisir qui est pas vraiment tout à fait le même temps, mais qui dans ce temps de loisir, découvraient des choses qui peut-être allaient les marquer, généralement qui les marquent pour une vie entière en vérité, c'est ce qui se passe. Et ce qui fait que ce mouvement, pour beaucoup de jeunes, a eu le caractère d'un mouvement d'auto-initiation dans une société où les rites initiatiques de passage à l'âge adulte ont complètement disparu, je dirais. Il n'y a presque plus rien à part des traces du mariage, du permis de conduire, du premier vote peut-être, mais il n'y avait plus grand-chose dans nos sociétés occidentales. Et c'est vrai que ce genre de rituel, parce que on peut vraiment parler d'un rituel qui s'auto-invente, eh bien, fait office de passage à l'âge adulte. Et il y a énormément de choses et de valeurs, de souvenirs qui s'inscrivent durablement dans ces jeunes adultes et qui font qu'après, pour beaucoup d'entre eux, ils voient une logique à la vie qu'ils vont mener par la suite, quelle que soit leur activité, une logique, quelque chose qui découle vraiment de cette découverte émerveillée d'un mouvement qui les a sidérés le temps de cette jeunesse. Pierre Levent, dans votre spectacle, vous montrez avec des extraits vidéo la médiatisation du mouvement. Quel est le traitement médiatique du mouvement Free Party ? Depuis le début, depuis les free parties des Spiral Tribe, il y a toujours eu un traitement médiatique très négatif sur le thème de la perversion de la jeunesse, de la catastrophe, de la prise de drogue, de la destruction de la propriété privée. Enfin, la free party représente à peu près tous les démons et toutes les pires choses possibles que peut conspuer, on va dire, une certaine presse conservatrice. Et elle s'en est toujours donnée à cœur joie, et c'est une grande constante du traitement médiatique de la free party qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est ce qu'on voulait montrer dans le spectacle. Une des particularités aussi évidemment de la médiatisation de la free party, c'est que comme c'est un mouvement illégal, ceux qui organisent les free parties ne peuvent littéralement pas, déjà la plupart du temps ne veulent pas, mais il faut bien comprendre que ceux qui organisent les free parties ne peuvent pas prendre la parole. C'est-à-dire, le livre de Guillaume est assez exceptionnel parce que c'est un des seuls endroits finalement institutionnels, c'est-à-dire un livre édité en maison d'édition où on peut voir ces paroles de Teuffer, mais elles sont possibles finalement seulement par le truchement de l'histoire et donc du passé. Mais si aujourd'hui, pour vous parler de la free party, vous avez un chercheur et un metteur en scène, c'est pour une raison, c'est-à-dire que si on était des organisateurs de free party, on ne pourrait pas venir à votre micro pour dire bonjour, nous sommes Guillaume et Pierre, des organisateurs de free party. Donc déjà, ça pose forcément un rapport aux médias qui est parce qu'il y a eu particulier. aussi une méfiance pendant des années vis-à-vis... Mais bien sûr, mais c'est une méfiance qui est justifiée parce qu'encore une fois, c'est illégal. Donc je peux pas venir à votre micro et dire que j'organise des free parties, sinon je me retrouve avec la police chez moi. Donc en fait, c'est plus qu'une méfiance. C'est de toute façon une culture qui est tellement ancrée dans l'illégalité et dans l'underground que de toute façon, elle ne peut pas avoir de porte-parole au grand jour. Alors récemment, il y a, je les salue d'ailleurs, un collectif qui s'appelle Techno Anti-Rep, qui est venu ici d'ailleurs au Pays des Raves, que je salue également, qui justement font cette démarche. Donc ils se présentent pas comme des organisateurs de free party, mais ils font cette démarche ils ont créé un compte Instagram et ils font cette démarche du coup de faire des communiqués, politiser, écrire des textes, raconter ce qui s'est passé à telle ou telle free party pour proposer un contre-discours aux médias avec une façade collective qui permet un certain anonymat. Et ça, c'est assez nouveau et je pense que ça doit être souligné parce que je pense que c'est quelque chose d'assez génial parce que ça permet aussi d'avoir un
un contre-discours. Mais c'est quelque chose d'assez récent et qui utilise, on va dire, les outils mainstream d'Instagram, etc. Par contre, ce qui a beaucoup existé au sein de l'histoire du mouvement techno et plutôt à l'ancienne, Guillaume pourra mieux en parler que moi, c'est toute une production de fanzines, de vidéos, de toutes sortes de médias, toute une culture free party qui a finalement créé sa propre médiatisation interne au mouvement free party et avec une porosité aussi avec les autres mouvements underground, le mouvement punk, le mouvement hippie, différents mouvements de travelers qui n'étaient pas forcément des travelers techno. Enfin, donc il y a toujours eu une médiatisation, mais finalement les toughers ils se sont créés aussi leur propre média. Merci Pierre et merci Guillaume. On se retrouve juste après une pause musicale. On écoute Fireworks d'Arok. C'était Fireworks d'Arok. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris avec Guillaume Kosmiki et Pierre Levent. Et j'aimerais aborder maintenant le rapport à l'État et au mouvement Free Party. On a notamment l'amendement Mariani en 2001 qui va créer un peu un tournant dans le mouvement Free Party, puisqu'il va mettre en place un régime d'autorisation et donc qui va encore on va dire, aggraver la répression des free parties. Et puis, on a Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui, à partir de 2005, autorisa pour la première fois plusieurs technivals. Et Guillaume Kosmiki, cela crée un peu aussi un chamboulement au sein du mouvement free party. Oui, j'avoue que j'ai vécu ce moment un peu difficilement. Moi, j'étais en pleine rédaction de ma thèse. Je suivais ce mouvement. Bon, j'essayais le plus objectivement possible, c'est-à-dire avec une démarche d'observation participante, d'ethnographie, enfin des méthodes comme ça. Et puis d'un seul coup, voilà, le mouvement faisait la une des médias. Ça a commencé avec cet amendement Mariani, pardon, en 2001. Et là, il a fallu que les sound systems s'organisent, qu'ils discutent beaucoup plus que sur l'organisation de Technival, de fêtes, de choses ponctuelles. Il a fallu qu'ils s'organisent différemment. Et ça a été très difficile en vérité, puisqu'on s'est rendu compte que dans les sound systems, il y avait toutes sortes d'opinions, hein, depuis les plus radicaux, ceux qui revendiquaient la clandestinité, le combat politique, hein, vraiment l'engagement, quitte à se brûler des plumes au passage, hein, je dirais perdre des plumes au passage, brûler les ailes. Et puis il y avait d'un autre côté des sound systems qui étaient tout à fait enclins de leur côté à pourquoi pas de venir rentrer un peu dans le rang, de venir essayer
essayer un modèle un peu différent peut-être d'organisation de fêtes, un peu plus en accord avec l'État. Et c'était très compliqué de marier un peu toutes ces opinions très différentes. C'est finalement le gouvernement socialiste à l'époque de Jospin, avec le cabinet Vaillant, le cabinet de Mmh. l'Intérieur, qui a pris en charge cet amendement. C'est eux qui l'ont signé, c'est eux qui ont même signé les décrets en 2002 d'application. D'ailleurs, au moment où ils ont été signés, il y a eu plein de saisies de son. Ça a été assez catastrophique au départ des socialistes, parce qu'ils ont laissé le dossier complètement en champ. Vraiment, il y avait beaucoup de choses à faire encore. Et Sarkozy s'en est occupé. Alors là, j'avoue que moi, j'avais arrêté de. J'ai dû m'impliquer un peu dans les rencontres avec les politiques, parce que tout le monde cherchait des délégués, des gens pour y aller. Alors il fallait y aller, il fallait essayer, mais on n'était pas du tout prêt à faire ce genre de truc. C'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout l'habitude d'avoir des rangées de micros, des médias qui nous sautent dessus, et puis avoir tous les requins de l'Assemblée nationale ou Mmh. des cabinets des ministères. Tout ça. Enfin, c'était vraiment tout un monde qu'on ne connaissait absolument pas, qu'il fallait rencontrer. Et donc ça continuait avec Sarkozy. Effectivement, les technivals autorisés qu'il a permis de mettre en place, parce qu'à un moment il a été pragmatique, il a dit bon testons, essayons. Il y a eu Mmh. plusieurs essais pendant plusieurs années. Eh bien, on les a surnommés assez vite des Les Sarkovals. Sarkoval, oui. Parce que pour beaucoup, on s'y retrouvait pas en fait. Mmh. C'était des choses qui étaient complètement surveillées, contrôlées, plus du tout dans l'esprit initial. Et finalement, ça a permis pendant un temps, moi j'ai vu ça pendant presque une dizaine d'années, le retour à déjà certains, enfin les rangs étaient un peu écrémés. Il y a eu beaucoup de gens qui sont partis, qui ont abandonné, qui ont fait autre chose. Mais il y a eu aussi le retour à des plus petites teufs, beaucoup plus discrètes, beaucoup plus en rapport avec ce qu'on avait pu voir dans les origines du mouvement 93, 94, 95, des choses qui retrouvaient des tailles un peu plus humaines, parce qu'on n'était plus dans des teufs de plusieurs milliers de personnes, donc qui étaient assez ingérables quand même. Il y avait, ça se passait relativement bien, mais c'est vrai qu'il pouvait y avoir par cette masse beaucoup moins de sensibilisation, des gens qui laissaient un peu des terrains complètement crades, et puis une difficulté à gérer pour le peu d'organisateurs qu'il y avait finalement. Voilà. Et donc il y a eu quand même quelque chose de bénéfique à cet emportement et médiatique et politique de ce moment. À mon sens, en tout cas, c'est ce que j'en ai vécu. Peut-être Pierre a une autre expérience de ce moment-là. Pierre Levent. Ben, moi, mon expérience de ce moment-là, c'était à peu près gougou gaga, parce que j'avais 6 ans, donc Mais c'est en ça. tout cas, ce qu'on C'est peut ça le dire problème. de- J'étais en train de regarder Martin Matin à ce moment-là, Guillaume, donc tu vois. Mais ce qu'on peut dire de cette période, c'est que certes, il y a des autorisations de Technival, mais on reste à 3 à 4 Technival légaux par an. Et puis, très rapidement, la FRI retourne dans la clandestinité à partir de 2015, et la répression des free parties s'est durcie. Dernièrement, l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau proposa cette année une loi avec comme modèle italien celui de Meloni, qui vise à punir de 6 ans de prison et d'une amende d'une dizaine de milliers d'euros par les organisatrices de free party, ainsi que 750 € d'amende pour les participants et participantes. Pierre Levent, comment vous avez ajouté ce nouveau contexte dans votre spectacle ? Eh bien oui, c'est vrai que ça nous semblait impossible de faire comme si de rien n'était, parce que le spectacle, c'est du théâtre documentaire, certes, mais c'est un documentaire vivant. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est que on a pris le travail de Guillaume jusqu'aux années 2000, mais c'est vrai que Guillaume s'est arrêté dans les années 2000, et donc nous, on a continué ce travail dans la pièce. On a des représentations et on parle de ce qui se passe dans le mouvement jusqu'à aujourd'hui. Nous, on a réalisé des interviews de teufeurs et teufeuses d'aujourd'hui, d'organisateuristes d'aujourd'hui, pour continuer la réflexion amorcée par Guillaume. Et on intègre aussi au spectacle des images d'archives ultra récentes, et on essaye de problématiser cette question, sachant que ce qui est intéressant, c'est que finalement cette question du rapport à la répression et de l'aggravement de la répression, elle est constitutive du mouvement Free Party. C'est-à-dire que ça n'a été qu'une aggravation ça a été en Angleterre
un premier arrêté préfectoral, départemental, puis une première loi, puis en France, un premier arrêté préfectoral, départemental, puis une première loi, puis une deuxième loi, puis une troisième loi, puis bientôt une nouvelle loi. Et donc finalement, cette réflexion du rapport à la répression et de comment on continue à faire la fête malgré la répression et comment on se mobilise contre la répression et comment on fait exister le mouvement malgré la répression, elle est constitutive du mouvement, elle a toujours été au cœur du mouvement et donc elle va continuer à l'être. Et vous montrez dans votre spectacle, Pierre, des extraits, notamment des médias. On pense par exemple au célèbre On les tape de Bruno Retailleau qui, au JT de TF1, dit bon, voilà comment on gère les free parties. C'est aussi des choses que vous avez ajoutées à votre spectacle. Oui, bien sûr, on essaie de faire en sorte que le spectacle, comme je disais, il colle toujours au plus près à l'actualité. C'est du travail documentaire, mais on travaille avec une matière vivante et une matière aussi dont on n'est pas... mon travail, il est un peu différent de celui de Guillaume parce que moi, je ne suis pas chercheur. Et donc je travaille aussi, je pense, avec peut-être une sensibilité différente. Et en tout cas, nous, on travaille aussi en tant que personnes qui avons vécu à travers ce mouvement, qui continuons à exister à travers ce mouvement. Et donc, on essaye d'avoir une forme de distance critique. Si vous allez voir le spectacle, vous verrez que on fait aussi entendre, et ça c'est, je trouve, une des grandes forces du travail de Guillaume, que nous on a beaucoup repris dans notre travail, c'est-à-dire on fait aussi entendre des choses pas forcément positives sur le mouvement Free Party, soit des gens qui ont vécu des choses mauvaises, parce qu'il se passe aussi des choses mauvaises dans ce mouvement, comme partout, la question des violences sexuelles notamment, qui est une question qui se pose beaucoup en ce moment dans tous les milieux festifs, la question de comment s'organiser en collectif et comment s'organiser bénévolement en collectif, ça peut finalement amener à des situations assez terribles d'embrouille entre les gens, la question des abus de drogue, et ça c'est quelque chose qui était présent dans le bouquin de Guillaume, notamment dans un chapitre qui s'appelle Déception, qui nous a beaucoup marqué et qu'on a beaucoup réutilisé dans le spectacle, parce que malgré le fait que évidemment le spectacle est plutôt un spectacle entre guillemets pro Free Party, dans le sens que on ferait pas ça si notre message c'était vive Retailleau, il faut taper les toughers. Mais malgré tout on essaye évidemment d'avoir une approche documentaire et donc d'avoir un éclairage aussi critique à différents niveaux, de montrer les contradictions qui traversent et qui ont pu traverser les différentes personnes à l'intérieur de ce mouvement. Il y a une scène où on montre aussi les tensions entre, on va dire, les partisans d'une culture club, rave, un peu plus mainstream, et les partisans d'une culture free party. On montre les tensions entre les partisans d'un son plus hardcore et des gens plutôt qui viennent du mouvement hippie et qui se retrouvent pas dans ce son hardcore, etc. Enfin, on essaye vraiment d'avoir cette richesse-là et que le spectacle soit pas simplement hagiographique de la free party non plus. Merci beaucoup Pierre Levent, et merci beaucoup aussi à Guillaume Kosmicki. Merci. L'émission touche à sa fin. Vous pouvez retrouver le travail de Guillaume Kosmicki avec notamment le livre Free Party, une histoire des histoires aux éditions Le Mot et le Reste. Pierre Levent, votre spectacle documentaire Tribe se produira le 22 novembre au Dog Bay à Pantin, suivi d'un DJ set, puis au Sample à Bagnolet le 16 janvier et au Théâtre du Chariot à Paris au mois de mars. Toutes les informations sont à retrouver sur la page Instagram de la compagnie Les Comploteurs. Merci au réalisateur de l'émission, Fabrice. Vous pouvez retrouver la playlist et cette émission sur le site de Radio Campus Paris et sur vos plateformes de streaming. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram pour continuer l'immersion dans la Free Party. On se quitte sur le morceau En la Noche de Candy Cray du film Sirat, qui suit les travelers et les travelers au Maroc. C'était Sound Power. Rendez-vous le mois prochain, mardi à 21h. Très belle soirée sur Radio Campus Paris.